Merci. Je suis vraiment navré d'ailleurs d'être obligé de rentrer pour des raisons toutes personnelles. Je suis toujours très heureux d'être à Bruxelles et de rester si peu de temps est un crève-cœur. Mais bon, c'est ainsi. Je préfère parler d'ici. Comme ça, on me voit, je vous vois, et c'est mieux comme contact. En revanche, je vais me servir d'un ordinateur, et donc il y aura peut-être un peu de va-et-vient. Il y a heureusement un technicien que je connais depuis peu, mais qui me paraît absolument hors pair, et qui viendra me sauver dès que j'en aurai besoin. Bien, un regard indiscret derrière la façade de la France des Lumières. Mise au point, le titre n'est pas de moi. De vous peut-être, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, je l'assume pleinement. C'est bien de cela dont il va être question. Sinon, ce que j'ai vu ce matin même, avant de partir, sur le site, où il était question d'un regard discret derrière la façade de la France des Lumières, c'est bien indiscret qui importe. Alors vous êtes peut-être venu de confiance en vous demandant un petit peu de quoi on va vous parler. Si ça avait été sur Voltaire ou sur Rousseau, vous auriez su de quoi y retourner. Voilà de quoi il s'agit. Depuis que le monde est monde, on éprouve toujours du plaisir à se moquer des puissants, à les reprendre, à les ramener à leurs conditions humaines la plus banale. Et c'était vrai avant le XVIIIe siècle, ça l'est par la suite, ça l'est encore. Mais c'est du XVIIIe siècle dont je vais vous parler. Et pour vous faire comprendre de quoi il va retourner, car les conditions sont assez spécifiques, je vais prendre un exemple que probablement beaucoup d'entre vous connaissent, qui est emprunté à un film qui s'appelle « La vie des autres ». Peut-être certains d'entre vous l'ont-ils vu, qui se passe dans l'ancienne République démocratique allemande, à l'époque du mur. Et ça se passe dans une école de police. Il y a 4 jeunes qui sont en train de déjeuner à la cafétéria, et il y en a un qui raconte une blague. Et la blague, la voici. Erich Honecker, qui était le dirigeant à l'époque, Erich Honecker dialogue avec le soleil levant. Et il lui dit « Soleil, qu'est-ce qu'on pense de moi ?» Et le soleil répond « Tu es le génie absolu, toute la société t'adore, continue dans cette voie merveilleuse. » Bien. À midi, il s'adresse à nouveau au soleil, il demande « Qu'est-ce qu'on pense de moi ?» Je ne peux que multiplier les compliments, les superlatifs. Tu es vraiment un homme merveilleux. Et sur le soir, à nouveau, il s'adresse au soleil. Et le soleil lui dit « Mon pauvre Eric, tu es vraiment le dernier des derniers. Tu es un minable. » Alors l'autre est très surpris. Il dit « Mais comment, par rapport à ce matin, qu'est-ce que tu me dis ?» Alors le soleil lui répond « Oui, mais depuis là, je suis passé à l'ouest. » Alors, d'ailleurs, cette plaisanterie a une triste fin. Parce qu'à la table d'à côté, il y a des officiels qui sont en train de déjeuner, qui entendent la blague, et aussitôt, ils lui demandent numéro matricule, ou d'où viens-tu, etc. Et on s'aperçoit par la suite qu'il est rétrogradé et sévèrement puni. Alors c'est dans ce contexte-là, mutatis mutandis, que nous allons nous placer. Dans une société très restrictive, très cadenassée. Ce n'est pas une vraie tyrannie au sens où on a pu en connaître de tristes exemples au XXe siècle, mais c'est quand même une société extrêmement surveillée et qui se venge par un certain nombre de types de poèmes tels que ceux dont je vais vous parler. Ça continue d'ailleurs, même encore de nos jours, à la radio, à la télévision. Alors, au pire, ce que l'on peut avoir comme punition, c'est d'être privé d'antenne, ce qui n'est quand même pas à comparer avec des punitions qui pouvaient aller avec des années et des années de prison. Si vous allez dans un bon restaurant, il est d'usage, avant d'entamer le menu, de s'offrir ce qu'on appelle des mises en bouche. Alors je vais vous proposer une espèce de mise en bouche en vous proposant quelques poèmes pour que vous voyez de quoi ils retournent, et puis après on procédera de manière plus systématique pour regarder comment les choses se présentent. Parce que ce que je voudrais aussi, c'est non seulement vous illustrer mon propos par de nombreux exemples, mais aussi vous montrer les problèmes que ça peut poser pour un chercheur comme moi, qui est en face d'un corpus très considérable, fuyant, et dont on ne sait à la limite pas trop quoi faire, ou quelle est la signification qu'il peut avoir.
Mais commençons, si vous voulez bien, par donc, cette mise en bouche d'un certain nombre de poèmes que je vais brièvement commenter. Je vais souvent faire allusion dans cette présentation au phénomène des jansénistes. Peut-être avez-vous quand même des souvenirs peut-être scolaires, c'est Pascal, c'est les messieurs de Port-Royal, c'est rien de tel pour moi. Nous sommes au XVIIIe siècle, et au XVIIIe siècle, c'est devenu un événement politique sévèrement réprimé et qui se défend effectivement en faisant des poèmes. Il y a une campagne janséniste extrêmement abondante sur laquelle je reviendrai, et donc ici, c'est le premier exemple que je vous propose. Le jansénisme au XVIIIe siècle, ça commence en 1713 par ce qu'on appelle la bulle Unigenitus, qui veut imposer une certaine manière de revenir à l'orthodoxie qui va être violemment contestée. Et pendant tout le siècle, on va se battre autour de ce qu'on appelle la bulle, ou la bulle Unigenitus, pratiquement jusqu'à la Révolution. Il y a un journal secret, qui durera au-delà de la Révolution, qui s'appelle les Nouvelles Ecclésiastiques, qui est destiné à illustrer le combat contre la bulle Unigenitus. Donc voilà ce que ça donne. Rome, je le vois bien, il faut te dire adieu. Si de mourir chrétien, je veux avoir la gloire. Une bulle, la bulle Unigenitus, une bulle déjà me défend d'aimer Dieu, une autre pourrait bien me défendre d'y croire. Vous avez tout de suite remarqué l'outrance de la chose. Évidemment, la bulle Unigenitus n'est pas destinée à empêcher les fidèles d'aimer Dieu, bien au contraire, mais c'est pour les exigences de la polémique. Dans un tout autre domaine, nous allons parler de quelqu'un que vous connaissez bien, que j'ai pas mal pratiqué aussi, qui est donc Voltaire. Voltaire, dont la vie a été parsemée de polémiques, avait en particulier un adversaire, bien oublié de nos jours, qui s'appelait Pyrrhon, qui avait un grand talent pour écrire ces espèces d'épigrammes, ces petites méchancetés. Et voilà une méchanceté qu'il lui propose. Un négociant, Voltaire étant très très connu, un négociant avait eu l'idée de donner à un de ses bateaux, à un de ses navires, le nom de Voltaire. Alors Pyrrhon saute sur l'occasion, et voilà ce qu'il se donne. Si j'avais un vaisseau qui se nommait Voltaire, sous cet esprit heureux, j'en ferais un corsaire. Donc voilà le deuxième, on va avancer. Ah oui, encore du Voltaire. Il y avait un personnage fort peu recommandable qui s'appelait l'abbé de Lacoste, qui, à la suite de malversations diverses, a été pris et envoyé aux galères. Et c'est de lui dont il va être question. Continuons de préciser. Malheureusement, il faut beaucoup contextualiser les choses pour les faire comprendre. On sait peut-être savez-vous, qu'un des grands adversaires de Voltaire s'appelait Fréron, qui s'appelait Élie Catherine et que lui appelait JF, parce que JF, ça fait évidemment Jean Foutre Fréron. Il profite de ce fait divers que l'abbé de Lacoste est mort aux galères pour aimablement suggérer de le remplacer par son ami Fréron. Lacoste est mort. Il va que dans Toulon par cette mort en emploi d'importance. Ce bénéfice exige résidence. Évidemment, quand on est aux galères, on y reste. Et tout Paris nomme Jean Fréron. On va maintenant tomber dans du potache, qui ferait peut-être rire des élèves de 6e, et encore, de nos jours. Il en ferait peut-être davantage. C'est ce qu'on appelle des équivoques. Pensez que tout ça va être chanté. Hein. Alors voilà ce que ça donne. C'est un poème certainement janséniste aussi, qui se moque de Monseigneur de Vintimille, qui était l'archevêque de Paris et adversaire des jansénistes. Donc une facétie sur Monseigneur de Vintimille, qui d'ailleurs par ailleurs était supposé beaucoup aimer la bonne chère et davantage se préoccuper de ses menus que du sort de ses ouailles. Dans ses études, il était le plus beau des écoles. C'est le miroir d'un saint parfait. C'est un vrai porc, c'est un vrai portrait d'ange. Ça vole pas très haut, je vous l'accorde, mais c'est comme ça. Allez, pire encore, je vous en propose encore un autre. C'est un ministre des Finances. Ministre des Finances qui, à l'époque, s'appelait Laverdy,
Et voilà donc ce que ça donne, vous avez tout de même tout de suite trouvé. Laverdy prêche aux États qu'il est là de leurs ennuyeux ébats. Il raisonne dans son style comme un con, comme un contrôleur habile. Et je vais terminer quand même par deux qui sont un peu mieux. Alors là, ça suppose de bien connaître son époque. Le célèbre maréchal de Turenne avait eu le privilège d'être enterré à Saint-Denis auprès des rois de France. 2 générations plus tard, ou 3 générations plus tard, un certain maréchal de Belle-Île, lointain descendant du surintendant Fouquet, connu pour sa vanité, demande le même traitement de faveur, d'être enterré à côté de Turenne et donc dans la crypte royale de Saint-Denis. Et toujours le même Piron a cette chose que je trouve assez jolie, Sigil le glorieux, c'est-à-dire le vaniteux, Sigil le glorieux à côté de la gloire. Le glorieux, maréchal de Belle-Île, la gloire, Turenne. Et je termine par le dernier, mais je crois que vous le connaissez, qui est connu. Sigil, oisiveté. Et on avait mis ça sur la tombe de ce qu'on appelle la princesse palatine, qui était la mère de Philippe d'Orléans, qui fut régent de France de 1715 à 1723. Alors vous me direz, pourquoi l'oisiveté? Parce que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Et c'était pour notre ami Philippe d'Orléans. Je trouve que c'est un condensé assez... j'en ai pas beaucoup de comme ça, d'aussi bref et d'aussi percutant que celui-ci. Donc voilà, c'est de ces poèmes-là dont je voudrais vous parler et exposer la manière dont je travaille et dont j'ai été amené à m'occuper de ce genre de texte. C'est un énorme corpus. En général, presque totalement conservé à Paris, dans les grandes bibliothèques, Bibliothèque nationale, l'Arsenal, la bibliothèque historique de la ville de Paris, conservé dans ce qu'on appelle des chansonniers, qui méritent bien leur titre, puisque souvent, ce qu'ils contiennent, ce sont des chansons, qui recueillent ces textes, qui sont naturellement que des textes, que des chansonniers manuscrits. On comprend bien pourquoi, vu l'aspect sulfureux de ces documents. Et c'est un énorme corpus. J'ai recensé environ 400 chansonniers. Certains très longs, d'autres très courts. Un amateur, par exemple, s'amuse à ramasser quelques poèmes qui traînent, qu'il a entendus, et à les garder. Et puis, il y a des recueils beaucoup plus systématiques. Il y en a un, je ne citerai que celui-là parce qu'il est le plus connu, c'est le recueil dit Clérambault, qui recueille des textes, il est remonté très loin dans le temps, depuis 1549 jusqu'à 1759, et ça fait 36 volumes. Et des volumes, hein, faites-moi confiance, c'est de l'in-folio, et 500-600 pages, il y a comme ça des centaines et des milliers de textes qui sont proposés à l'attention du chercheur un petit peu débordé par la chose. D'ailleurs, ces poèmes, ça peut être intéressant de le signaler, se présentent sous 2 formes. Ou bien vous avez un amateur qui a recueilli les textes au fur et à mesure qu'ils passaient. Or, ces textes, on va en dire un mot tout à l'heure, c'est très dangereux de les posséder, donc on les copie sur un petit bout de papier et on les passe à des amis, et le texte circule comme cela. Ou bien on l'apprend par cœur. Enfin, souvent il est quand même recopié, donc vous avez des amateurs qui s'amusent à rassembler ces textes. Et c'est souvent assez touchant de voir ces textes, souvent plein de fautes d'orthographe, visiblement copiés un peu rapidement, qui sont ainsi, comme ça, empilés les uns derrière les autres. Et puis vous avez d'autres textes qui sont le fait d'amateurs, fortunés en général, parce que souvent après, ça fait plusieurs volumes et ils sont reliés somptueusement, et qui confient la chose à un copiste professionnel. Donc après, c'est rangé par chronologique, évidemment, et on trouve donc les deux. Plus le deuxième, d'ailleurs, que le premier. Les premiers ont dû disparaître aussi du fait de la fragilité du support. Donc on peut se dire qu'en fait, c'est assez facile de travailler sur ces documents, puisqu'ils sont là, à la disposition de tout le monde, et de fait, les historiens professionnels s'intéressant au XVIIIe siècle les connaissent. Mais si on regarde de plus près, on s'aperçoit que très rares sont ceux qui sont allés y voir de près. Et je crois que ça se comprend, l'abondance même, en quelque sorte, décourage.
la recherche. Si j'ose une comparaison, il paraît que c'est une stratégie des oiseaux, lorsqu'ils sont en face d'un prédateur, au lieu de se disperser, ils se rassemblent et le prédateur ne sait pas où donner de la gueule pour ramasser une proie. Mais ici, c'est pareil. Je constate que, dans l'ensemble, les historiens, même les plus sérieux, ne connaissent pas ce genre de texte. Et j'en ai une preuve absolue, qui est que ce sont toujours les mêmes textes qui reviennent. En fait, il y en a deux. Un littéraire et l'autre historique. Je parlais du jansénisme. Dans les années 1730, il y a un phénomène très curieux, connu sous le nom des convulsionnaires de Saint-Médard. Au cimetière de Saint-Médard, un diacre, mort depuis peu en odeur de sainteté, fait des miracles. Et il y a un phénomène extraordinaire qui se produit. Tout le monde vient voir, mange de la terre autour du tombeau, se couche sur la tombe, a des convulsions. Bref, c'est un phénomène extraordinaire qui gagne de plus en plus, à tel point que ça trouble l'ordre public et que la police décide de fermer le cimetière. Donc un jour, le cimetière est fermé. Et le lendemain, il y a un placard. Un placard, c'est une espèce d'affiche manuscrite, comme il y en aura beaucoup, on en dira un mot tout à l'heure. Il y a un placard qui est mis sur la porte de l'entrée du cimetière ainsi fermé et qui contenait cette très belle formule « De par le roi, défense à Dieu de faire miracle en ce lieu ». Ce qui est assez joli. Mais je ne connais pas de texte historique parlant de ce phénomène sans que l'inévitable, l'inusable, de par le roi, etc., réapparaisse. Deuxième exemple, cette fois-ci, je suis persuadé qu'il y en a parmi vous qui le connaissent. C'est encore Voltaire et c'est encore Fréron. Et ça se dit comme ça. L'autre jour, au fond d'un vallon, un serpent piqua Jean Fréron. Que pensez-vous qu'il arriva? Ce fut le serpent qui creva. Alors c'est assez joli, mais c'est toujours les mêmes qui reviennent, toujours. Alors j'en ai des centaines, j'en ai des milliers, et qu'on ne vient pas les voir. Alors que faire en face de cela? Le jour où je me suis dit que ça serait quand même dommage qu'on n'aille pas un peu plus loin dans ce domaine-là, ce jour-là, c'était il y a une vingtaine d'années, au début de la mode de l'informatique personnelle, je me suis dit je vais faire une base de données et je vais les incorporer au fur et à mesure qu'ils viendront. Et c'est ce que j'ai fait. Alors j'aimerais vous en donner un exemple. Vous voyez, suivez mon regard, il va me trouver ça tout de suite. Il est sur informatique. Si vous avez envie de le voir et que vous soyez séduit, voilà, ça s'appelle Satire 18, rattachement à l'université de Saint-Étienne, où j'ai eu l'honneur d'exercer pendant bien longtemps. Alors voilà comment ça s'est passé. C'est tout simple. Lorsque j'ai un poème que je ne connais pas, je le copie et je le mets dans ma base. Vous remarquerez que je mets l'année, ce qui est normal, parce que, évidemment, ce sont des poèmes d'actualité. Et donc, même pour les contemporains, très rapidement, dans ces recueils travaillés dont je vous parlais à l'instant, il y a des notes. Autrement, on ne comprend pas. Surtout qu'ils avaient souvent la manie de mettre des étoiles. Monsieur le maréchal de 3 étoiles, qui sait, donc il y a des notes. Donc, il faut bien mettre l'année. Il y aura aussi des mots-clés, ce qui est banal dans les bases de données, pour dire à peu près de quoi il retourne. Et puis, premier et dernier vers, parce que ce sont des textes extrêmement fugaces, qui se transmettent, et donc qui se modifient. Même si on essaye de faire des choses sérieusement, vous connaissez ce petit jeu qui se pratiquait dans mon enfance, est-ce que ça se fait encore? J'en suis pas sûr, à l'heure des tablettes, qui est le téléphone arabe. On dit quelque chose à l'un, puis qu'il a dit à le deuxième, puis au troisième, et à la 5e ou 6e fois, on s'aperçoit que ça a été modifié. Eh bien, c'est la même chose. Non seulement c'est la même chose, mais comme ce sont des gens, à l'époque on aurait dit malins, c'est-à-dire plein de malice, ils ajoutent ou ils enlèvent. Donc vous avez un poème qui se modifie sans arrêt. Ce qui fait que, pour être à peu près sûr de mon coup, je mets le premier et le dernier vers.
c'est pas d'ailleurs définitif et j'ai beaucoup de doublons que je découvre sans arrêt, à mon grand désespoir. Mais quand même, c'est un peu une certitude. Et puis d'autre part, alors ça c'est très contraignant, de mettre partout où je les ai trouvés. Parce qu'il est évident qu'un texte qui n'apparaît qu'une seule fois et un texte qui apparaît 50 fois, c'est pas du tout pareil. Ils n'ont pas la même audience, ils n'ont pas le même circuit. Il y a des textes qui n'apparaissent qu'une fois. Bon, ben, on les note, c'est quand même intéressant. Car mon principe aussi a été de tout retenir. Il y a eu au XIXe siècle un éminent chercheur qui s'appelait Émile Rognier, peu importe son nom, qui a fait une très belle anthologie de ces textes du XVIIIe siècle. Mais il l'a fait avec ses critères. C'est-à-dire qu'il a retenu que les textes qui lui paraissaient intéressants, esthétiquement, convenables, parce qu'il y a certains textes qui le sont beaucoup moins, c'est un euphémisme, etc. Moi, ce n'est pas mon cas. Je fais à peu près une espèce de prosopographie littéraire. Vous savez, la prosopographie, ça consiste à retenir, par exemple, une liste de personnages qui sont importants ou pas. Vous pouvez avoir, je ne sais pas moi, une prosopographie sur les gouverneurs romains du IVe siècle en Cappadoce, et il y en a certains, on ne les connaît que par une seule inscription sur une inscription quelconque, on les garde. C'est ce qu'on appelle la prosopographie, c'est essayer de ramasser tout le monde. Bon. Moi aussi, je ramasse tout, et croyez-moi que parfois, j'ai bien du mérite, parce que je tombe parfois sur des textes extrêmement pauvres, ou d'une obscénité rare, dont je dirais un mot dans un instant. Donc voilà comment ces jeux se présentent. Et lorsque j'ai trouvé alors ça a plusieurs avantages. Par exemple, je voudrais savoir quel est le succès d'un personnage, restons sur Voltaire. « 273 références. Et si je clique... Donc, si par exemple, je veux avoir tous les noms sur Voltaire ou tous les noms sur, je sais pas, Louis XV, la liste défile et après, je n'ai plus qu'à regarder mes textes de ce genre-là. Si ça marche, oui, voilà. Donc le texte apparaît, éventuellement avec les variantes, avec des notes, avec des indications, le nom de l'auteur, s'il y a, si on le connaît, etc., etc. Donc voilà où j'en suis. Je vous disais que je dois avoir à peu près 400 chansonniers, je dois en être à peu près à la moitié du dépouillement. C'est ce qui me laisse encore, il faut que je me dépêche. Il faut que je me dépêche si je veux finir. Et surtout, vivant à Lyon, et les manuscrits étant à Paris, c'est parfois un petit peu problématique. Heureusement, maintenant, on peut prendre des photos. Vous voyez, je vous dis tout sur les aléas des chercheurs. Maintenant, on va voir le conservateur, on dit « je veux prendre 2 ou 3 photos ». Alors, il vous signe le mot, puis après, vous en faites 200 derrière, et ils s'en aperçoivent pas. Ils ne doivent pas être dupes, d'ailleurs, mais enfin bon, c'est comme ça. Donc voilà, c'est un travail relativement important qui doit faire, donc pour l'instant, doit être à 6000. Alors forcément, c'est dégressif comme rendement, parce que je tombe de plus en plus sur des textes que je connais déjà. Mais bon, je ne trouve pas 2 chansonniers qui soient rigoureusement semblables. Ça ne m'est encore jamais arrivé. Il y a toujours quelque chose en plus ou en moins, tout comme ça. C'est assez curieux. Et donc, il m'impose de tous les regarder. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'ils sont nés? Dans quel contexte politique, social, qui, en quelque sorte, nécessite leur présence comme une sorte de soupape de sécurité, dont même, je crois, les autorités n'étaient pas totalement dupes, qui pourtant les pourchassent. Nous sommes donc dans la France absolutiste du roi très chrétien, qui entend bien le rester et surveiller le peuple dont il a la charge. Le fameux cuius regio eius religio, il faut avoir la même religion que le roi, est appliqué à la rigueur. Les protestants en savent quelque chose, hélas, qui d'ailleurs ne sont pas présents. C'est assez curieux, je n'ai pas de poème protestant, alors que j'en ai d'innombrables jansénistes. Il y a 3 impératifs. Le roi, la religion, les bonnes mœurs.
sortie de là, il y a une sortie de route qui va être sanctionnée. Peut-être vous du monologue de Figaro chez Beaumarchais, où Figaro, racontant sa vie, dit que pendant un temps, il a voulu être journaliste et qu'il s'est aperçu qu'à condition de ne parler ni du roi, ni de la religion, ni des bonnes mœurs, ni de quelqu'un qui tienne à quelque chose, il peut tout imprimer librement sous l'inspection de 2 ou 3 censeurs. On ne peut pas publier à cette époque-là sans passer par la censure. Ce qui fait d'ailleurs des gros problèmes, parce que lorsqu'on veut publier un livre, on franchit la frontière, on va en Allemagne, on va en Hollande surtout, ou bien on imprime à Paris, mais on met chez Pierre Marteau à Cologne, des choses comme ça. C'est un jeu compliqué. Mais quoi qu'il en soit, il y a une chasse à ce qu'on appelle les mauvais discours. Les mauvais discours aussi bien oraux qu'écrits. Vous avez dans le Paris du XVIIIe siècle, qui doit avoir 500 000 habitants, 600 000, mais l'essentiel, évidemment, est davantage centré, 3000 mouchards, qui sont là à faire traîner leurs oreilles, à aller dans les cafés, à écouter les mauvais propos et à les rapporter au lieutenant de police, qui est l'équivalent, disons, grosso modo, du ministre de l'Intérieur, mais plus spécialisé sur Paris. Et ces mouches, donc, sont là pour essayer de surprendre les contrevenants, et de les ramasser, et de les emmener où, eh bien, inévitablement, à la célèbre Bastille. La Bastille, il y a d'autres prisons plus spécialisées, mais pour les mauvais discours, c'est la Bastille. Et on en a des catalogues importants. Des catalogues qui racontent les gens qui sont passés par la Bastille. Et en particulier, ça dépend aussi des moments. On a l'impression, ce qui est le cas d'un peu de toutes les dictatures, que, et surtout à cette époque-là où on n'a pas encore de fichiers informatisés, on n'a pas de l'ADN, on n'a pas ce que la police d'aujourd'hui, dont la police d'aujourd'hui dispose. Quand on en prend un, on en fait un exemple. Et en général, il y a une disproportion entre le fait d'être pris la main dans le sac en train de transmettre un texte ou de le chanter, et la punition qui est frappante, mais parce qu'on n'en prend pas beaucoup. Alors donc, quand on en prend un, on ne le lâche plus. Et je vais vous proposer, mais c'est un cas extrême, pour que vous ne l'oubliez pas, un cas extrême, voilà, la triste histoire de ce pauvre Morisseau de la Motte, qui visiblement était un peu fou. Il est dans un café et il tient des mauvais propos. Et il y a toujours une bonne âme pour le rapporter à la police. Alors voilà ce que ça donne. Par l'arrêt de mercredi 6 septembre, le dit Morisseau de la Motte a été déclaré atteint et convaincu d'avoir tenu des propos séditieux et attentatoires à l'autorité du roi contre le roi, le Parlement et les personnes en place. Et d'avoir été saisi de placards, c'est-à-dire donc ces affiches manuscrites que l'on collait dans les rues de Paris, qui paraissent destinés à être affichés, distribués et véhémentement suspects d'avoir composé les 10 placards. Pourquoi ? Raison pour laquelle il a été condamné à faire amende honorable devant la porte de l'église de Paris, nu-tête, en chemise, la corde au cou, avec une torche ardente ayant écrit au devant et derrière auteur de propos séditieux et attentatoires à l'autorité royale, pour être ensuite pendu en place de Grève. Et il le sera. Et il le sera en place de Grève. Il y avait grand passage. Il y avait dans son passage et à la Grève grande affluence de peuple. Quelques-uns disaient qu'on ne fait pas mourir pour des paroles et de simples écrits. D'autres espéraient qu'il aurait sa grâce. Mais on a voulu faire un exemple sur un bourgeois de Paris, homme ayant une charge pour réprimer la licence d'un grand nombre de fanatiques qui parlent trop hardiment du gouvernement par un esprit de parti qui est une suite du jansénisme porté loin depuis 2 ou 3 ans. Donc ça dépend des personnes, ça dépend des moments. Peut-être que quelques années avant ou quelques années après, il en aurait été quitte pour quelques mois de Bastille, mais en tout cas, il est tombé au mauvais moment et il fut pendu haut et court. Alors, c'est un exemple extrême. C'est un exemple extrême, je ne le cache pas, mais enfin, c'est pour dire que, sans parler de mise à mort, la Bastille a quand même beaucoup servi. Et la Bastille,
croyez-moi, il y avait une Bastille pour les riches et une Bastille pour les pauvres. La Bastille riche, c'est celle que Voltaire a eue, où il a été bien nourri, bien logé. Bon. Et puis, il y avait une Bastille abominable, et il y avait même pire, c'était au Mont-Saint-Michel. Ce monument tant visité, tenu par des bénédictins, où il y avait une prison, il y avait une cellule faite pour ces genres de personnages, si petite que l'on ne pouvait être ni debout, ni couché. C'était dans une position invraisemblable. Je crois qu'on a retrouvé ça dans certains goulags au XXe siècle. Donc c'est pour dire que, monsieur... Voltaire, il a été longtemps à la Bastille. Il y est allé 2 fois. Pour longtemps? Une fois pour presque 1 an, et la seconde fois pour... vous savez, il s'était battu avec le chevalier de Rohan, avait une altercation avec lui et l'avait fait bâtonner. Voltaire n'avait pas trouvé ça drôle et avait cherché à provoquer ce grand personnage. Ah, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a mis Voltaire à la Bastille, évidemment, parce qu'on ne pouvait pas toucher au chevalier de Rohan qui était de noble extraction. Mais là, ça a été rapide. Ça a été rapide, on s'en est débarrassé. Il voulait aller en Angleterre, on était content de s'en débarrasser. Allez en Angleterre et faites-vous oublier. Mais il y a des récits de nombre de gens qui passent des années, qui sont oubliés. Tout bêtement, on les oublie, ils sont là à la Bastille, bon, qui deviennent fous. Hein. Tout ça pour des mauvais propos. Alors, comment est-ce qu'on va réagir à cette censure qui peut être si féroce? Eh bien, avec ces armes, avec les armes que l'on a, c'est-à-dire qu'on va faire circuler essentiellement des petits textes. Dans mes 6000 et quelques textes, j'ai des textes très longs, qui sont en général le fait de jansénistes. Pas pour quelle raison, mais qui, pendant des centaines et des centaines de vers, diront tout le mal qu'ils pensent de la bulle unigenitus, du pape, de certains évêques, que sais-je encore. Le record que je détiens fait 1803 vers. 1803 vers. Alors là, évidemment, ça ne pouvait pas circuler comme ça. C'était une autre manière de manuscrit clandestin. Mais en général, le poème type a 3 caractéristiques. D'abord, il est court, très court, parce qu'il peut être récité, appris par cœur, ou bien écrit sur un bout de papier qui circule. Deuxièmement, il est versifié. Pourquoi versifié? Ben, c'est comme ça. On dit souvent que le XVIIIe siècle n'est pas un siècle poétique. Je prétends absolument le contraire. Le siècle poétique par excellence, c'était le XVIIIe siècle. Parce que pour tout et n'importe quoi, dans toutes circonstances, on fait un petit poème. Vous êtes invité chez la duchesse ou la marquise X, au lieu d'apporter un bouquet de fleurs, vous lui faites un petit poème, un petit madrigal montrant à quel point elle est charmante et mérite tous les honneurs. Même pour Voltaire, puisqu'on y revient toujours à lui, fera de la philosophie en vers. Le fameux poème sur le désastre de Lisbonne en 1753, oui, je crois 53, est en vers, etc., etc. Donc, et tout le monde est capable de versifier. Enfin, les gens qui savent lire et écrire, évidemment, il faut quand même ça. Mais c'est quelque chose vraiment de banal. Ça fait partie de la civilité puérile et honnête que de savoir faire des vers. Et troisièmement, très souvent, c'est chanté. Ils sont chantés. Ce qui est un poème, en particulier lorsqu'on a une succession de petits quatrains, à coup à peu près sûr, même s'il n'y a pas un refrain, vous pouvez penser que c'est une chanson. Alors, c'est une chanson parce que, une fois encore, nous avons affaire à un public qui est très largement analphabète. Il ne sait pas lire, mais il sait chanter. Alors, sur quoi est-ce qu'il chante? Chanter sur un air que l'on ne connaît pas, c'est pas efficace. Donc, vous allez avoir un usage systématique d'airs que tout le monde connaît, qui sont ou des chansons populaires, ou des airs d'opéra, tout ce que vous voudrez, et on applique des paroles dessus, des paroles subversives dessus, y compris sur des cantiques. Parce qu'après tout le monde, c'est des cantiques. Eh bien, on prenait un cantique et vous le subvertissez en mettant des paroles parfaitement impies là-dessus. Et c'est de cette sorte-là que les poèmes circulent, surtout dans une époque, pensons à cela aussi, parce que nous assistons à la fin de cette époque, qui est l'époque de la mémoire.
lorsque j'étais petit, et jusqu'à l'enseignement secondaire, on me faisait apprendre des poèmes par cœur. Maintenant qu'il apprend, peut-être en maternelle encore, quelque chose comme cela. À cette époque, les gens ont très souvent, on en a d'innombrables témoignages, des mémoires souvent phénoménales. Donc, par exemple, si vous avez un poème qui vous paraît un peu subversif, le plus simple, c'est de l'apprendre par cœur. Ça va vite. Et comme ça peut circuler et se passer de l'un à l'autre. Alors, je m'en voudrais de vous parler de ces textes qui sont des chansons, sans vous en faire entendre quelques-unes. Nous avons la chance, il y a un grand historien qui s'appelle Robert Danton, qui est américain, qui est pratiquement le seul, avec moi bien sûr, à peu près le seul, qui est vraiment le seul à avoir travaillé sur ces questions, et qui est allé jusqu'au bout, et il a fait marcher avec une grande cantatrice qui s'appelle Hélène de Lavaux, et qui chante ses poèmes. Alors on va vous en faire entendre quelques-uns. À vos façons nobles et franches, Iris vous enchantez nos cœurs. Sur nos pas vous semez des fleurs, mais ce sont des fleurs blanches. En fait, ce que l'on dit par cette chanson au roi Louis XV, c'est qu'il couche avec une vérolée. Alors évidemment, elle n'a pas apprécié beaucoup la chose. Elle a pu savoir qui avait fait la chose. C'était le comte de Maurepas qui était ministre, et elle n'a fait de cesse que de le faire envoyer. Donc à partir d'un simple petit poème de rien du tout, ça a créé un conflit politique majeur. On va vous en proposer un deuxième. Qu'une bâtarde de catin à la course voit avancer, que dans l'amour et dans le vin, l'on y cherche une gloire aisée. Ah, le voilà, le voici, celui qui n'en a nul souci. Que Monseigneur le gros dauphin ait l'esprit comme la figure, que l'État craigne le destin d'un second monarque en peinture. Ah, le voilà, le voici, celui qui n'en a nul souci. Il faut sans relâche faire des chansons, plus poissons s'en fâchent, plus nous chanterons. Chaque jour elle offre matière à couplet, et veut que l'on coffre ceux qui les ont faits. Ils sont punissables, peignant ses beautés, de traits remarquables qu'ils n'ont point chantés. Sa gorge vilaine, ses mains et ses bras, souvent une haleine qui n'embaume pas. La folle indécence. On va rester là, parce qu'autrement, il ne restera pas grand-chose de la pauvre marquise de Pompadour, qui était ce qu'elle était, mais que je crois était quand même fort jolie. Bien, donc voilà ce genre de texte qui circule inlassablement dans Paris, porteur de mauvais bruit, de mauvais discours. Il y a d'autres choses que j'aurais pu évoquer, mais non, pas le temps de le faire, en particulier sur les placards. C'est-à-dire qu'il y a des affiches que brusquement on met en affiche, qu'on met dans une rue de Paris. Et on les met de telle sorte que quand le guet, c'est-à-dire la police, arrive pour essayer de l'enlever, tout le monde s'attroupe pour regarder. Ah oui, tiens, et le lit. Et puis, il y a aussi des procédés qui paraissent relativement étranges dans un monde comme le nôtre maintenant, où quand même les puissants du jour savent se protéger. J'ai plusieurs témoignages de poèmes qui sont jetés, par exemple dans le berceau d'un dauphin, ou que tel ou tel grand personnage trouve sous sa serviette lorsqu'il se met à table. Ils sont là, des textes qui circulent, etc. Il y a donc quand même une voix populaire, satirique, qui circule et que l'on retrouve un peu partout, avec parfois d'ailleurs des connivences. Vous savez que les meilleurs collectionneurs de manuscrits clandestins, c'est un domaine cousin, c'est pas les mêmes textes que moi, des poèmes, des textes philosophiques
manuscrits ou imprimés qui sont condamnés par le Parlement et brûlés solennellement sur le parvis de l'hôtel de justice. Souvent, on brûle des vieux papiers et le document subversif est soigneusement gardé, soit pour en faire collection, soit pour le revendre à prix d'or. Donc c'est un peu compliqué. Parfois, il y a des allers-retours un petit peu étranges entre une sévérité de façade qui parfois s'exerce, on l'a vu dans ce pauvre Morisot pendu haut et court, et qui à d'autres moments circule assez facilement. On sait par exemple que Louis XV se faisait lire ce genre de petits textes, que le lieutenant de police avait pour mission, entre autres, de rédiger ce qu'on appelait des gazetins, c'est-à-dire des petits journaux, qui étaient une sorte de mise en forme des mauvais bruits qui couraient autour de la cour, du roi, etc. Et qu'en général, il acceptait assez facilement, ça l'amusait, jusqu'au moment où ça l'agaçait et où il demandait de sévir. Au point où nous en sommes, je voudrais maintenant pouvoir vous proposer quelques-uns des grands massifs, des grands domaines où s'est exercée cette activité pamphlétaire. En fait, il y en a 4, pour simplifier, bien sûr. Il y a des zones un petit peu compliquées. Il y a le tout venant de faits divers, scandaleux ou pas, qui amuse ou retient ou scandalise ou émeut la population parisienne pendant un temps. Vous avez ensuite des querelles littéraires très abondantes où, entre auteurs et en toute confraternité, on dit des horreurs les uns sur les autres. Troisièmement, celui qui est le plus attendu et qui n'est peut-être pas le plus abondant, c'est justement la cour, le politique. Alors, quantitativement, j'en ai peut-être moins que je l'aurais cru. Mais il y a peut-être à ça une raison. C'est que c'est le plus sulfureux, le plus fragile, et donc le plus que l'on détruit. Quelqu'un qui a un texte vraiment dangereux et qui sent qu'il va être pris par la police, qu'est-ce qu'il fait ? Il avale le papier, évidemment. Ou il s'en débarrasse d'une manière ou d'une autre. Donc j'ai l'impression d'avoir moins de textes ici que dans d'autres domaines, mais ça ne préjuge pas de la réalité du moment. C'est d'ailleurs une chose que je veux voir constamment. C'est-à-dire, ce sont des textes extrêmement fragiles. Donc je suis bien certain que des textes intéressants ont disparu corps et bien. Par exemple, un cas de figure classique, on est dans un salon et on s'amuse. Et on s'amuse, de quoi est-ce qu'on... Quel est le plaisir suprême, sinon celui de dire du mal de ses voisins, de ceux qui ne sont pas là, évidemment. Donc il y a des poèmes comme ça qui probablement ont dû surgir et n'ont pas dépassé la soirée. C'est comme ça. C'est peut-être des textes relativement anodins qui ont le mieux survécu, je n'en sais rien. Donc la cour et la politique, et enfin, je terminerai là-dessus tout à l'heure, sur le jansénisme. Et je m'expliquerai pourquoi. Sur les 6000 et quelques textes dont je dispose, je dois avoir environ 25% de textes jansénistes, ce qui ne correspond pas, est très surprenant. Mais je m'en expliquerai par la suite. Donc, regardons quelques-uns successivement de ces textes. Alors, on va essayer d'avancer. Voilà. J'ai choisi un fait divers. J'aurais pu en prendre un autre, mais j'ai pris celui-là. Pourquoi ? Je ne sais pas. Nous sommes en 1722 ou 3 ou 5, peu importe. C'est l'époque, rappelez-vous de vos souvenirs d'histoire, où on essaye de mettre en valeur ce qu'on appelle la Compagnie des Indes, c'est-à-dire une compagnie qui fait du commerce avec soit les îles, Guadeloupe, Martinique, etc., l'île Bourbon, soit le Canada, qui est encore français. Et l'on essaye, sous l'impulsion de l'écossais Low ou Lass, ça dépend comment on le prononce, de mettre en valeur ce qu'on appelle le Mississippi. En fait, peut-être que vous connaissez cela si vous avez lu Manon Lescaut, puisque Manon Lescaut, pour une partie, se fonde sur cette histoire. En réalité, plutôt que de prendre des amateurs ou des volontaires qui se faisaient rares, on ramassait les bas-fonds de la société, quelques prostituées, et on envoyait ça au Mississippi. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'arrive l'histoire de Madame Cognan, la belle rôtisseuse.
Elle était l'épouse donc d'un charcutier, traiteur, qui s'appelait Cognan, et elle avait une aventure coupable avec un personnage haut placé de la cour. Le mari n'étant pas spécialement complaisant, on décide de s'en débarrasser. Et comme donc l'autre, l'amant, est bien placé dans la hiérarchie policière, on décide tout bêtement de l'envoyer au Mississippi. On le coffre, on l'envoie au Mississippi, et après on est tranquille. Malheureusement, ça ne marche pas et ça se sait. Et donc ça fait toute une histoire autour de Madame Cognan, la belle rôtisseuse, et de son pauvre cocu de mari. Alors voilà, donc quelques petits poèmes qui valent ce qu'ils valent. La belle rôtisseuse, voyant que son mari n'embrochait pas sa viande, selon son appétit de rage et de colère, le chasse et lui dit « Va apprendre à le faire dans le Mississippi ». Deuxième texte. Jaloux, apprenez que l'amour est le Dieu le plus redoutable. Il veut pour tribut à la cour et jeunes filles et femmes aimables. Offrez-les, c'est le bon parti, ou craignez le Mississippi. On peut remarquer d'ailleurs que de l'un à l'autre, c'est un peu toujours les mêmes thèmes qui réapparaissent. Hein. On ne se met pas forcément en frais d'originalité. Un troisième, j'en ai comme ça 17. Hein. Orsus, pleurons tous le malheur de cet aimable rôtisseur, l'an la dorirette, parti pour le Mississippi, l'an la doririe. C'est donc une chanson. Hein. Pour larder sa femme à Paris, l'allusion obscène, évidemment, ne nous aura pas échappé. Pour larder sa femme à Paris, on l'envoie au Mississippi porter des cornes dans ce pays. Un directeur lui a promis beaucoup d'honneur dans ce pays et bien plus à sa femme ici. Oh, mais il y en a encore, donc on va s'arrêter là, pas vous lire tous les poèmes. Il était né marchand de lardons, ou pour rimer mettait dindon. Son épouse est née pâtissière, si l'on en croit le baptistère, etc., etc. Oui. Avec d'ailleurs l'allusion politique qui apparaît à la fin. Hein. Or, vous savez que le mépris qu'elle a pour monsieur son mari, qui est un simple ouvrier parisien, la rend méchante et cruelle, la fait devenir infidèle, car chacun dit publiquement qu'un gros monsieur est son amant. Donc ça renvoie évidemment une espèce de luxure de cour dont le public se fait des gorges chaudes. Donc voilà, des textes tout venant. Alors j'aurais pu en trouver d'autres, peu importe lesquels. Vous voyez de quoi ils retournent. C'est un thème d'actualité. Ça entretient les conversations pendant 10 jours, 15 jours, un mois, puis après, c'est complètement oublié. Mais il y a toujours des gens pour, après, les compiler, les garder et les faire entrer dans les chansonniers. Deuxième thème, les querelles littéraires. Les querelles littéraires, c'est-à-dire la manière dont les auteurs, entre eux, ne se font vraiment pas de cadeaux. Et souvent disent des horreurs les uns sur les autres. Ça devient d'ailleurs presque un jeu à la fin. On a l'impression que parfois ils s'en amusent, simplement. Alors pourquoi est-ce qu'ils le font ? D'abord parce que ce sont des professionnels de l'écriture. Bon, eux, ils savent trousser un poème, c'est vraiment pas un problème. Sur un coin de table, ils vous font un quatrain en 10 minutes. Donc c'est une première raison. La seconde raison, plus profonde, plus sociologique, c'est qu'ils sont nombreux, il n'y a pas beaucoup de place, et il s'agit de dénigrer, de débiner le confrère pour prendre sa place. Or, il y a une chose qui est assez étonnante par rapport aux autres, notamment au troisième et au quatrième dont je vais vous parler dans un instant, c'est qu'en général, on connaît le nom. On sait qui a fait ceci, qui a fait cela, qui est visé et qui a répondu. Pourquoi ? Eh bien, je crois qu'à l'arrière-plan de cela, c'est parce que ce n'est pas très dangereux. Ça renvoie à un espèce de mépris des classes privilégiées pour les intellectuels, qui sont considérés quand même si on les fréquente dans les salons, même si on les appelle notre ami, ils sont quand même pas de la même classe. Et donc, qu'ils s'entrebattent, qu'ils s'entredévorent, c'est pas bien grave. On citait tout à l'heure le cas de Voltaire qui a une altercation avec un haut personnage, le chevalier de Rohan, et c'est lui que l'on met en prison et non pas l'autre. Et le chevalier de Rohan, qu'est-ce qu'il avait fait ? Il avait fait bâtonner Voltaire. On dit bâtonner.
Bâtonné, c'est-à-dire qu'on l'a fait matraquer, quoi. Il a payé des sbires pour lui casser la gueule. Eh bien, réaction, amusée. Quelqu'un dira, un grand seigneur dira, c'est quand même bien que les poètes aient des épaules. C'est bien qu'ils aient des épaules pour se faire taper dessus. Bon. Donc, qu'ils s'entretuent, au moins littérairement parlant, c'est pas très grave. Donc, je sais à peu près, et j'ai pas mérite à cela, qui a écrit quoi et contre qui. Alors, j'ai pris un exemple. Et j'ai pris l'exemple, c'est pas tout à fait par hasard, d'un personnage que maintenant plus personne ne lit, on l'a réédité récemment, mais bon, et c'est pas pour autant qu'il passera en livre de poche. Un certain Marmontel. Marmontel, qui est un personnage connu, arrivé de l'Académie française, occupant des postes importants. Alors, Marmontel, par ailleurs auteur de tragédies, de poèmes, que sais-je encore, a trouvé le moyen d'attirer la lyre de certains de ses concitoyens, d'autant que lui-même il savait répondre. Donc j'ai trouvé quelques poèmes comme ça, pour vous donner le ton et la manière dont ces messieurs, les beaux esprits, se traitaient entre eux. Ah voilà un premier. Toute une mise en scène, s'il vous plaît. J'errais un jour dans la forêt voisine du grand chemin qui conduit à Senlis. La Senlis était une forêt qui était supposée être une forêt très mal fréquentée. Le bois de Boulogne ou quelque chose comme ça. J'entends crier au meurtre, on m'assassine. Je vole au lieu d'où s'élançaient les cris. Que vois-je? Ô ciel, quelle surprise extrême! Le dieu du goût assassiné lui-même. Ami, dit-il, je cède au coup mortel. À mes tyrans, je voulais me soustraire. Mais par malheur, dans ce bois solitaire, j'ai rencontré Raynal et Marmontel. Raynal étant un autre personnage du même milieu. Voilà une. Une autre, toujours sur Marmontel. Il est certain Marot, besoin n'est qu'on le nomme, ayant le verbe haut, affichant l'honnête homme. De ces froids écrits, de ces lourds récits sans cesse, il nous assomme. Pourtant, si vous ne dormez pas, faites-vous lire Les Incas, qui est un poème, une tragédie de Marmontel, et je vous réponds qu'en ce cas, vous ferez un bon somme. On irait bien. D'ailleurs, ça a servi à d'autres fois aussi. Est-ce que je crois que c'est encore pour Voltaire en face de Fréron? Ah non, c'était pour un autre qui s'appelait Roi, où on parle du roi qui a été malade et qui est insomniaque. Alors on essaye tous les remèdes possibles, mais les gens ne le trouvent pas. Et puis Roi envoie un poème. Et ô miracle, le roi dort paisiblement. Il a lu du roi. R-O-Y. Voilà, donc le second, encore un petit. Alors oui, c'est quand même pas mal. Ce Marmontel si gros, si long, si lent, si lourd, qui ne déclame pas mais beugle, juge de peinture en aveugle et de musique comme un sourd. Ce pédant à fâcheuse mine de ridicule tout bardé dit qu'il a pour les vers le secret de Racine. Jamais secret ne fut à coup sûr mieux gardé. Et pour finir, quand même, que je trouve vraiment assez déplaisant, bon, Marmontel était marié, il fait un enfant à sa femme et l'enfant est mort-né. Eh bien, vous croyez qu'on va pour autant ménager Marmontel? Que nenni! Marmontel se flattait enfin de porter le doux nom de père. Sa femme devait en lumière mettre incessamment un dauphin. Mais espérance mensongère, eh bien quoi? Vous le devinez, depuis longtemps il ne peut faire, hélas, que des enfants mort-nés. C'est un bon goût parfait, je vous l'accorde. Attendez-vous, au pire, c'est pas encore fini. Il y en aura d'autres. Puis celui-là, parce que je l'aime bien, et parce qu'il a beaucoup servi, Voltaire aussi l'a repris pour un autre. Un certain Baculard d'Arnaud, qui a eu son heure de gloire aussi en son temps, avait fait une traduction de ce qu'on appelle les Lamentations de Jérémie. Texte, ça se faisait beaucoup de faire des traductions en vers, par exemple de poèmes sacrés tels que celui-ci. Savez-vous pourquoi Jérémie se lamentait durant sa vie? C'est qu'alors il prophétisait qu'un jour d'Arnaud le traduirait. J'en ai au moins 4 ou 5 versions, je vous les épargne, mais voilà. Bon, c'est beaucoup de textes de ce genre, et qui, aux yeux des contemporains bien placés dans la hiérarchie sociale, ne tirent pas vraiment à conséquence. Au contraire, c'est plutôt rigolo de les voir s'entre-déchirer. Les choses vont devenir sérieuses lorsque l'on se met à parler
de politique. Et je vous le disais, peut-être que les textes les plus dangereux, les plus sulfureux, je ne les ai pas. J'en suis sûr, par exemple, pour un dont on dit qu'il est affreux. Et la police le recherche avec acharnement. Je connais le premier vers et je ne l'ai jamais retrouvé. Donc probablement, il était tellement dangereux qu'on l'a fait disparaître. Bon, enfin, cela dit, il y en a quand même quelques-uns qui restent et qui... alors, j'ai à choisir, je pouvais prendre bien des choses. En particulier, vous vous doutez bien qu'une des cibles favorites, ce furent les maîtresses, les favorites. Et depuis Madame de Prie, dont on ne se souvient plus, qui fut la maîtresse du duc de Bourbon, éphémère Premier ministre, jusqu'à Madame du Barry, en passant par toutes les maîtresses de Louis XV, il y en eut beaucoup, les poèmes fleurissent. La plus célèbre, c'est évidemment Madame de Pompadour, que j'ai repris parce que vous l'avez entendu tout à l'heure chanter. Et j'ai tenu à revenir sur le texte, pour vous montrer quand même, autant la musique paraît un peu légère, un peu sautillante, un peu gentillette, pour tout dire, autant quand on voit le texte, quand même, on se doute bien qu'écrire des choses pareilles, ça peut vous mener très loin ou très près, c'est-à-dire à la Bastille. Qu'une bâtarde de catin à la course trop avancée, que dans l'amour et dans le vin, Louis cherche une gloire aisée, ah le voici, ah le voilà, celui qui n'en a nul souci. Je vous rappelle d'ailleurs que dans la famille de Louis XV, les filles de Louis XV appelaient aimablement Madame de Pompadour Maman Catin. Que la reine, alors c'est le début d'un poème où tout le monde en prend pour son grade. C'est quand même significatif qu'elle soit la première, mais après suivent la reine, le dauphin, le roi, les ministres, etc., etc. Que Monseigneur le gros dauphin ait l'esprit comme la figure, que l'État craigne le destin d'un second monarque en pâture, ah le voici, ah le voilà, etc. Alors, ça a fini par devenir vraiment un genre qu'on a appelé les poissonnades, puisque Madame de Pompadour était née Mademoiselle Poisson. Donc les poissonnades, alors il y en a, ça fleurit. Tiens, je pensais l'avoir marqué. Je dois avoir au moins une bonne soixantaine de textes marqués au sceau des poissonnades. Les grands seigneurs s'avilissent, les financiers s'enrichissent, tous les poissons s'agrandissent, c'est le règne des vauriens. On épuise la finance, en bâtiments, en dépenses, l'État tombe en décadence. Le roi ne met ordre à rien. Vous voyez que non seulement il y a le personnage, la maîtresse, qui brave l'interdit sexuel. Il y a aussi une mise en accusation de tout un système social. Hein, le règne des vauriens, où en bâtiment en dépense, l'État tombe en décadence. Et ça continue. Cette catin subalterne, insolemment, le gouverne le roi. Et c'est elle qui décerne les honneurs à prix d'argent. Devant l'idole tout plie, le courtisan s'humilie, il subit cette infamie et n'en est que plus indulgent, etc., etc. Donc, il y a quand même beaucoup de textes qui parlent de cela, même s'il y a certainement eu de la déperdition. En particulier, je me suis amusé à collectionner un genre très particulier qu'on appelle les sigies. Bon, les sigies un tel qui est que. Hein, ça existe encore peut encore exister de nos jours sur une pierre tombale. Or, les sigies sont un genre satirique très fréquent. Que quelqu'un meure, qui ait quelque notoriété, pratiquement toujours on lui accole un sigie qui fait en quelques vers son portrait satirique. Et j'ai ainsi trouvé que tous les rois de France ont eu droit à leur décès, enfin de tous ceux que je connais, c'est-à-dire Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, et leurs ministres, Colbert, le cardinal de Fleury, que sais-je encore, ont eu droit à une ribambelle de sigies, mais qui se comptent dans le Code Richelieu par centaines, et qui font contrepoids à l'image glorifiée que l'on a toujours pour le souverain défunt. Ce dont je ferai qu'en parler
et sans m'attarder, parce que vraiment, vous vous demanderiez ce que vous êtes venu faire ici et écouter des singulières choses. Il y a dans cette poésie de cour, si on peut appeler ça encore de la poésie, un assez grand nombre de textes très curieux, d'abord parce qu'ils sont très mal écrits et parce qu'ils sont systématiquement orduriers. Systématiquement. Il y a par exemple un genre qui s'appelle le genre des saintes. Sainte commode, sainte machine, sainte doucette, que sais-je encore, qui proposent des petits poèmes et qui chaque fois sont orduriers, comme si toutes les dames de la cour étaient folles de leur corps et ne pensaient qu'à une chose. Et j'ai raccroché ça à la thèse d'un historien, déjà un peu ancien, que l'on connaît bien, qui est Mircea Eliade. Mircea Eliade dit que pour domestiquer en quelque sorte la noblesse, on l'enferme en quelque sorte à Versailles et on fait en sorte que tout dépend de la faveur royale. Donc le courtisan est livré à une tâche de pure apparence. Il n'est rien d'autre que cette personne qui suit le roi de son lever jusqu'à son coucher, et donc qui est mu par l'étiquette. Or, ces poèmes, visiblement, fonctionnent comme une espèce d'exutoire. Toute proportion gardée, parfois ce genre de texte fait penser aux graffitis que l'on peut trouver dans les toilettes publiques. Donc vous me pardonnerez de ne pas vous donner d'exemple de ce genre de choses. Dernier personnage, dernier massif, le massif des jansénistes, qui est absolument énorme. Énorme pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est effectivement un problème politique très important. Plus qu'un problème religieux, un problème politique. Et ensuite parce que les jansénistes ont fait en sorte que la bonne parole qu'ils prétendaient incarner se diffuse auprès du public. Alors qu'au XVIIe siècle, pour l'essentiel, c'est une querelle de théologiens, entre gens distingués, qui ne s'entendent pas, mais qui se comprennent. Visiblement, les jansénistes ont essayé de toucher le petit peuple. Et pour cela, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils ont fait comme les autres. C'est-à-dire, ils ont fait des poèmes. Ils ont fait des poèmes où ils ont dit et répété inlassablement qu'ils détenaient la vérité et que les autres étaient indifféremment ou des corrompus, ou des incapables, ou des imbéciles, que sais-je encore. Et en descendant souvent assez bas dans l'insulte. J'ai pris ce premier poème parce qu'il me paraît être significatif, formé comme une sorte de déclaration d'intention. Plusieurs répondent des larmes sur la Constitution, le Bulle Genesis. Moi, je chante une chanson, mes vers sont toutes mes armes, et sans vous dire mon nom, parce que c'est dangereux, j'en bannirai les alarmes, et sans vous dire mon nom, je finirai ma chanson. Eh bien, leurs chansons, les voici. Alors, il y a un premier... Oh, je passe, parce que c'est... Je préfère prendre les plus fortes. Donc, nous sommes chez des gens qui prétendent se placer sur le plan théologique, et voilà ce que ça donne. Le cardinal de Fleury, qui était le Premier ministre, qui est octogénaire et qui a des faiblesses un peu de son âge, a fait fermer, donc, je vous le disais tout à l'heure, le cimetière de Saint-Médard. Voilà la fin. Le cardinal, pour finir sa carrière, en plein conseil dans ses choses à chier. Le pauvre sot, il mieux fait ses affaires si de son cul la porte du boucher. Mais il a fait fermer le cimetière où il aurait recouvert la santé. Si les jésuites font pour lui des prières, il court risque d'être bientôt damné. Vous voyez qu'on n'était pas trop regardant sur le... Et voilà un deuxième, mais je terminerai là-dessus. Monseigneur de Vintimille, dont il a été déjà question tout à l'heure, qui était le plus beau des artistes, archevêque de Paris, il faut que j'écris Paris, c'est une faute, excusez-moi, qui était donc supposé un peu trop aimer la bonne chère. Et voilà ce que ça donne. Monstre que l'on voit toujours ivre, et quoi, tu te vantes de vivre, pourceau dont le ventre est le roi. De la vertu, rien ne succombe. Noailles, qui était son prédécesseur comme cardinal archevêque de Paris, est bien moins mort que toi, encore qu'il gise sous la tombe, etc. Je vous laisse lire la fin. Vintimille est un vrai bœuf gras et mérite bien qu'on l'assomme.
Voilà ce que ça donne sous la plume des successeurs de Pascal. Il y a quand même une perte de substance, me semble-t-il. Bien, je vais maintenant, hélas bientôt terminer pour laisser quand même un peu la parole à la salle, et terminer en posant quelques questions qui me travaillent et auxquelles je n'ai pas beaucoup de réponses. C'est donc une activité souterraine qui pose des problèmes spécifiques. 3 ou 4 questions. La première, qui écrit? Quand ce sont des littérateurs, je le sais. Qui écrit ce genre de choses? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Et j'aimerais bien le savoir. Plus c'est dangereux, moins on le sait. Sur les textes politiques, pratiquement, je n'ai pas d'auteur. Or, je voudrais bien savoir pourquoi on écrit, alors que c'est dangereux et que ça ne rapporte rien. Qu'est-ce que ça peut rapporter? Alors, est-ce que c'est des campagnes politiques concertées, que par exemple, les poèmes sur la Pompadour viennent d'un clan opposé? On peut le supposer, mais on ne le saura jamais. Lorsqu'en 1770, 71, 72, il y a une grande réforme sur les parlements, diligentée par Maupoux, l'homme politique du moment, il y a d'innombrables poèmes contre Maupoux. Et là, je sais très bien pourquoi ils le font. Ce sont les anciens parlementaires qui orchestrent la campagne. Mais très souvent, on ne sait pas. Qui conserve? Pourquoi est-ce qu'on conserve? Pourquoi est-ce qu'on a cette manie de garder ces textes un peu dangereux? Pourquoi, en particulier, vers 1760, ça s'arrête? On ne fait plus de recueil à partir de 1760. Et je ne sais pas pourquoi. Je constate, c'est comme ça. Ben, encore une question. Et la plus forte, quel impact ça a? Est-ce que ça reste simplement un jeu entre élites ou populaire dont on s'amuse, ou est-ce que ça va plus loin? Est-ce que ça agit sur l'opinion publique? Très difficile à dire. J'ai quand même 2 témoignages que je vais vous proposer pour finir. Celui-ci, que j'ai trouvé assez récemment. Nous sommes en 1770-75 et la baronne d'Oberkirch raconte qu'elle a entendu un de ses palefreniers qui étrille ses chevaux et qui chante « Quand Boufflers parut à la cour, des amours ont cru voir la mer », qui est un poème contre Madame de Boufflers qui date de 1730 ou quelque chose comme ça. Donc pendant 40 ans ou 50 ans, on a continué à le chanter. Ce qui prouve quand même qu'il y a eu une influence. Second exemple, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais dans les têtes de Turcs jansénistes, il y a un certain évêque, Languet de Gergy, qui était un polémiste très vigoureux et qu'on s'est acharné à ridiculiser. En particulier, le malheureux avait eu l'idée de faire une vie d'une sainte qui s'appelait Marguerite Alacoque. Alors, Alacoque, évidemment, c'était malheureux. Et ça fournit d'innombrables poèmes sur la malheureuse Marie Alacoque et son panégyriste. Or, voilà le texte sur lequel je suis tombé. Il faut que je regarde en arrière. Oui. Nous sommes en 1730, au moment où le poème a paru, et un avocat parisien écrit à un de ses amis le texte suivant. Alacoque est devenu un nom de carnaval. Monsieur de Soissons passait dans son carrosse. Les petits-enfants crièrent qu'il y avait un cheval déferré. Un laquais descend, lui présente un fer qu'il voulut prendre, on lui donne des verges sur les doigts. Et tous les policiers, au lieu de crier « il a chié au lit », qui semblerait être, je ne sais pas, une chose qui devait se dire lorsque l'on voulait se moquer de quelqu'un qui passait en carrosse, au lieu de « il a chié au lit », criait « à la coque, à la coque !» et le cocher de s'enfuir qui court encore. Alors c'est très intéressant parce que ça prouve donc que des petits-enfants du peuple ont eu écho de poèmes qui normalement n'auraient pas dû arriver jusqu'à eux. Ça suppose donc qu'il y a eu une espèce de diffusion un peu étonnante. Donc ce qui fait que, à la limite, je ne sais pas trop quelle est la portée exacte de ce genre de texte. Qu'une seule chose quand même. Je vous l'ai dit, les jansénistes ont énormément écrit, et ont écrit surtout contre un ennemi, qui sont les jésuites. Or, les jésuites étaient un corps constitué, extrêmement puissant, extrêmement bien placé, confesseur des rois, et qui surtout avait l'éducation de la jeunesse. Or, en 1762, les jansénistes vont réussir à obtenir
la suppression de la Compagnie de Jésus, des Jésuites, et personne ne dit rien. Pourquoi? Parce que depuis des générations, j'oserais même dire presque 2 siècles, on a cessé de dire que les Jésuites étaient l'abomination de la désolation, qu'ils étaient régicides, qu'ils ne pensaient qu'à prendre le pouvoir suprême, qu'ils le voulaient, qu'ils étaient inféodés à Rome, etc., etc. Ce qui n'était pas vrai. Mais ça veut quand même dire qu'il y a eu une opinion publique qui a été façonnée par ce genre de texte, ce qui me ferait donc croire que derrière cette présence de ces textes secrets, il y a quand même eu une autre histoire de France qui s'est écrite et qui, au moment de la Révolution, va peut-être apparaître plus au grand jour. Voilà, je vous remercie.